Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de parler cette semaine et de nous pencher aujourd'hui sur un sujet de société israélienne qui a eu et a encore évidemment de fortes implications sur la scène régionale, le fait que l'État juif a toujours été et sera longtemps encore un pays d'immigration où le mouvement constant avec ses hauts et ses bas d'Alia des Juifs de la diaspora constitue un important facteur de développement socio-économique et technologique. Rappelons, avant de nous entretenir avec notre invité d'aujourd'hui, rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. Tout d'abord, quelques données générales sur les mouvements migratoires vers Israël depuis 1948. Il faut savoir que l'État juif représente un cas particulier de pays fondé sur l'immigration et l'Alia, ce qui fait que depuis sa renaissance en 1948, Israël possède une population d'origine et de culture très bigarrée, provenant de près d'une centaine de pays et de langues différentes. Ainsi, au plan statistique, plus de 3,5 millions de Juifs ont immigré en Israël depuis 1948, contribuant de manière donc décisive à la démographie très active de ce pays qui compte à présent presque 9 millions d'habitants, dont près de 7 millions de Juifs. Le tout avec l'un des taux migratoires les moyens, parmi les plus élevés de la planète, avec 2,5%. La population sabra, celle qui est née dans le pays, représente aujourd'hui 77% des Israéliens, alors que 18% d'entre eux sont nés dans les pays d'Europe, d'Amérique et d'Océanie, 4,8% sont nés dans les pays d'Afrique et près de 3% dans les pays d'Asie. En ce qui concerne les différentes vagues migratoires, on distingue en principe deux grandes époques. La première à la suite de la résurrection de l'État israélien en 1948 jusqu'en 1951, première époque, et la seconde au début des années 1990 en lien avec le démantèlement de l'URSS. Ainsi, ces deux périodes majeures, en fait, il n'y a que six années qui sont clés pour l'Alia, 1948-1951, 1990-1991. Eh bien, ces deux périodes cumulent-elles à elles seules plus d'1 million d'arrivées d'Olim, de nouveaux immigrants, dont environ donc c'est une moyenne de 177 000 migrants pour chacune de ces années, à savoir près de 35% du total de la période dont nous parlons, 48-2008. En effet, au cours de cette période, l'immigration vers Israël s'est faite par vagues, et ceci avec des aires géographiques spécifiques pour chacun de ces afflux. Les migrants sont donc d'origine très variée. Entre 1948 et 1995, on avait en fait 4 grands pays qui prédominaient dans ce vaste mouvement migratoire provenant de diverses zones géographiques et qui sont les suivants. D'abord l'ex-URSS avec presque 814 000 arrivées, dont près de 73%, les 3/4, entre 1990 et 1995, qui correspond peu ou prou à cette époque, pour ces 5 années, à environ 600 000 juifs qui ont émigré du non-soviétique pendant ces 5 années. Il y a un second ensemble beaucoup plus, disons, qui paraît mineur, mais qui a apporté sa contribution, c'est l'ensemble Bulgarie, Pologne, Roumanie, qui a généré l'arrivée de 480 000 migrants, dont 70% entre 1948 et 1960. Et enfin, le troisième bloc, c'est le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, avec près de 350 000 arrivées, dont 80% sont arrivés dans les années 50 et au début des années 70, c'est-à-dire entre 1952 et 71. Ils ont fait un apport de 280 000 habitants supplémentaires à l'État d'Israël. Enfin, le dernier bloc, Iran, Irak, Syrie, Turquie, 280 000 migrants, dont 76% sont arrivés entre 1948 et le début des années 60, avec environ 200 000, un peu plus de 200 000 en tant qu'apport à la population israélienne. Faisons aussi quelques remarques sur l'immigration juive des années 90, parce que c'est celle qui a été la plus marquante. Eh bien, dans les années 90, on assiste à une immigration massive des juifs soviétiques. À la suite d'un certain rapprochement opéré par Mikhail Gorbatchev entre l'URSS et Israël, près de 770 000 juifs de l'ex-URSS immigrent vers l'État israélien, ce qui représente 80% de l'Alia vers le pays des Hébreux entre 90 et 99. C'est la grande vague d'Alia en provenance de l'ex-URSS. Eh bien, à l'origine de ce mouvement et de cette envolée migratoire, 2 facteurs. Tout d'abord, la mise en place de la perestroïka et de la glasnost
sous le gouvernement de Gorbatchev, qui accorde en principe plus de liberté aux individus et aux communautés. Et deuxièmement, la détérioration de l'économie de l'URSS et aussi à la fois par cet aspect économique et aussi un certain nombre de conflits politiques, nationaux et ethniques dans les anciennes républiques soviétiques. Alors d'origine urbaine, cette immigration se répartit dans les grandes villes avec des niveaux culturels et professionnels très élevés. Il s'agit d'études de formation universitaire, des médecins, des scientifiques, des artistes. En tout cas, cette vague-là de plus de 700 000 juifs venus de l'ex-Union soviétique. Et puis, consécutivement à la chute du communisme en URSS et en Europe orientale, on assistera ensuite à d'autres vagues d'immigration, mais de plus petite ampleur. Ainsi, pour vous donner quelques exemples, près de 50 000 juifs des anciennes républiques de l'URSS, mais des républiques d'Asie centrale, et aussi des pays disons, qui étaient soumis au régime communiste, qu'on appelle les anciennes démocraties populaires, rejoignent Israël avec un apport de 60 000 personnes durant la première décennie après la dislocation de l'URSS. À cela s'ajoute l'arrivée de 1800 juifs yougoslaves pour la seule année 1992, date de l'éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Pendant cette même période, et en lien avec la fin de l'apartheid en 1991, la plupart des Juifs d'Afrique du Sud migrent eux aussi vers Israël. Enfin, un dernier point d'entrée en matière, une autre facette qui n'est pas souvent abordée dans ce sujet de l'ALIA et de l'immigration vers Israël, a trait à ce que relèvent constamment pas mal d'observateurs de la scène israélienne, à savoir qu'il existe un contraste saisissant dans le pays entre la grande satisfaction des Israéliens de vivre sur la terre d'Israël, qui est mesurée chaque année par les enquêtes de l'OCDE, lesquelles montrent que malgré l'état permanent de guerre et d'alerte qui règne dans le pays depuis 70 ans, puisque je vous signale que en termes de juridique, il y a toujours l'état d'urgence depuis 1948. L'état d'urgence n'a pas été levé. Oui. Et ça veut dire toutes sortes de prédispositions. Alors donc, contraste entre le fait qu'on est dans une situation tendue du point de vue des risques de guerre, et d'autre part, le fait que l'État juif arrive en tête des pays développés pour le taux de satisfaction de sa population à vivre dans son pays, un pourcentage qui oscille selon les enquêtes d'opinion qui sont faites chaque année entre 80 et 88%, et où Israël arrive en première position, ou en troisième position, pardon, et devance des pays a priori sereins comme le Canada, les USA et les grandes démocraties européennes, ce qui est quand même stupéfiant. Contraste donc entre ce véritable bonheur de vivre, qui s'exprime aussi par le fait qu'Israël a le taux de natalité le plus élevé de ces mêmes pays de l'OCDE, avec près de 3 enfants par femme, et aussi, soit dit en passant, le taux de suicide le plus bas et le plus faible. Et donc, contraste entre ces données vitales, extraordinaires, et d'autre part, les lourds nuages sécuritaires et géopolitiques qui semblent s'amonceler au-dessus de la tête des citoyens israéliens, que ce soit avec les rassemblements violents et répétés des émeutiers palestiniens lancés par le Hamas le long de la frontière de Gaza, ou bien encore le fait de la complexité inquiétante et explosive d'une situation régionale où la Russie, donc près de 65 000 soldats et officiers sont déployés en Syrie depuis septembre 2015. Eh bien, dans cette situation, Moscou tire désormais tout seul une bonne partie des ficelles du jeu régional. Sans parler aussi des autres menaces, comme celle de l'Iran et de son bras avancé, le Hezbollah, de tirer des dizaines de milliers de missiles sur notre pays, encore plus clairement de rayer Israël de la carte du Moyen-Orient. Des menaces qui sont sans cesse réitérées jour après jour par les mollahs iraniens et les dirigeants du Hezbollah. Il n'empêche, et malgré tout cela, c'est comme si les Israéliens gardaient une joie de vivre et de renouvellement très profondément liée au fait que leur pays reste bel et bien un pays pionnier et de haute créativité. Un optimisme tout à fait surprenant qui est évidemment lié de près au fait que l'État hébreu est toujours un pays de forte immigration. Eh bien, pour en parler avec nous, à nos côtés dans le studio, on a le plaisir de recevoir Eliezer Chadorovski. Eliezer, vous êtes né en 1970 à Leningrad, et puis vous avez ensuite émigré avec votre famille à partir de Leningrad très brièvement vers l'Italie pour arriver en Suisse. Et à Genève, vous avez grandi, vous avez étudié. Et au début des années 1990, vous prenez la décision de faire votre alia. Et depuis que vous êtes en Israël, vous avez fait un parcours éloquent, et c'est pas un hasard si on vous fait venir aujourd'hui dans ce studio. Vous avez été d'abord directeur des contenus
au département des Juifs de Russie à l'agent juive. Ensuite, vous avez été le fondateur et le directeur toujours de ces contenus à la Midrashat Tzionit, qui s'occupe des Juifs de Russie alors qu'ils reviennent au judaïsme en Russie, mais aussi de leur éducation et de leur accueil en Israël après leur alia. Ensuite, vous avez été rédacteur en chef d'une maison d'édition qui a publié une douzaine de livres en russe, des livres de formation, des livres sur la réalité israélienne. Sur les réalités israéliennes. Et ensuite, parallèlement, vous étiez aussi enseignant à l'université Bar-Ilan en sciences politiques et en histoire. Et à l'heure actuelle, après ce parcours déjà bien chargé, vous travaillez à deux niveaux. Vous travaillez d'abord à l'association Soulamot du Rav Rimon, où vous dirigez le département francophone, et puis aussi dans une autre structure qui s'appelle Amiel Bekeila, du ministère de la Diaspora, avec un projet original dont on va parler tout à l'heure, pour renforcer les petites et moyennes communautés dans les pays comme la France. Et c'est d'ailleurs votre maîtrise à la fois de la culture et de la langue française qui fait que tout en étant né à Leningrad, aujourd'hui vous agissez dans le domaine de l'ALIA. Après avoir agi dans le domaine, disons, de l'ALIA russe, vous vous occupez maintenant, de par vos compétences, de l'ALIA de France. Qui aujourd'hui est un peu plus pertinente quand même. Un peu plus pertinente. Il semble bien, et c'est ma première question, Eliezer, au niveau personnel, que vos activités d'aujourd'hui soient en étroit rapport avec votre parcours et votre propre expérience individuelle et familiale de l'ALIA, puisque vous avez connu dans votre existence plusieurs mouvements d'immigration. Vous avez vécu l'immigration. Alors, est-ce que ça a influé dans ce parcours professionnel ? Il faut dire que c'est toujours un avantage de personnaliser sa profession, de la percevoir au niveau personnel. Oui, bien sûr que c'est transformer ce que tu fais en quelque chose que tu as vécu. Et de ce fait, lorsque tu traites ou tu parles ou tu essayes d'aider ou tu essayes de former, etc., des gens, des Olim Khadashim qui viennent soit d'Union soviétique, ex-Union soviétique, soit de France aujourd'hui, eh bien, tu ne parles pas à quelque chose d'extérieur, pas quelque chose à qui ne te touche pas, mais quelque chose que toi-même tu as traversé et que grâce à ces personnes, tu continues à traverser encore. C'est-à-dire, chaque fois que je rencontre un Olé Khadash, je dois dire, je ressens une espèce de jalousie. Kef, tu es en train de vivre ce que moi, je serais prêt à donner beaucoup de choses pour revivre, c'est-à-dire de voir tout cela, toute cette terre d'Israël, tout cet état, au niveau d'être surpris par une mezouza que tu vois dans un magasin, d'être surpris par ces systèmes d'irrigation qui amènent au goutte à goutte de l'eau vers chaque plante, vers chaque arbre, quelque chose qui n'existe pas tellement ailleurs. Et chose qui, moi, j'y suis habitué, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui ressource, qui redonne de l'énergie à moi personnel, c'est-à-dire c'est un peu égoïste. Paradoxalement. Deuxième question, Eliezer, sur un plan plus général et historique, je l'évoquais tout à l'heure avec ce bref rappel des vagues d'immigration, et aussi le paradoxe des menaces et en même temps du bonheur de vivre qu'éprouvent les Israéliens de manière majoritaire. Expliquez en quelques mots aux auditeurs en quoi l'ALIA constitue, puisque c'est notre sujet, en fait, toujours aujourd'hui un apport inestimable pour Israël. Je pense qu'il faut commencer, on peut en parler à deux niveaux. Il y a le niveau scientifique macro qui dit que depuis 70 ans, 71 ans, la fondation de l'État d'Israël, eh bien la population s'est multipliée par 10. Le produit intérieur brut, le PIB, s'est multiplié par 60. Maintenant, sachant qu'avec les chiffres que tu as donnés, que l'essentiel de l'accroissement de la population a été dû, et en grande partie encore aujourd'hui à la Aliyah, eh bien, on peut dire que chaque Olé a contribué 4, 5, voire 6 fois plus que son apport à l'accroissement du PIB. Ça, c'est au niveau... au niveau presque mathématique. Au niveau presque mathématique, on peut continuer par exemple, sans l'Aliyah, derrière l'Aliyah des Juifs d'Union soviétique, eh bien Israël n'aurait aucune chance de devenir ce qu'on appelle la high-tech nation, la nation, start-up nation, high-tech nation, une puissance, superpuissance de l'aérospatiale. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que quand vous avez 6000 scientifiques, chercheurs qui arrivent, alors qu'en Israël, de début des années 90, vous avez 8000 personnes qui s'occupent de la recherche, eh bien, c'est un sang nouveau. Un sang nouveau et de gens qui veulent faire leurs preuves, de gens qui arrivent avec
une approche qui était différente de l'approche qui existait ici, qui était plus tirée du monde américain, du monde occidental, et tout d'un coup, ils arrivent avec une certaine culture scientifique soviétique, russe, où les maths, les sciences précises, etc., étaient très, très, très développées avec toutes les différences qu'il y a. Maintenant, à un niveau beaucoup moins démographique, eh bien, on peut dire que l'Aliyah n'est pas seulement la raison d'être d'Israël. L'Aliyah est la source d'être d'Israël. La source d'être. On regarde, 1800, il y a en Israël 6700 juifs, dans toutes les communautés. Que ce soit Hebron, que ce soit Jérusalem, que ce soit Tibérias, que ce soit Tzfat, que ce soit Shrem, que ce soit Gaza, 6000 pour 2 millions de juifs qui existent sur Terre. C'est moins d'1%. C'est une fraction de pourcent. Maintenant, on regarde 6 700 000 juifs qui habitent en Israël. Et la moitié presque du peuple juif. Qui est déjà... Oui, la moitié presque du peuple juif. Maintenant, on peut se dire, maintenant ça va. Le problème est résolu, l'essentiel est ici. Mais ce n'est pas vrai. Je peux en parler au niveau rationnel, au niveau des chiffres, mais je peux donner des exemples. Par exemple, la localité où j'habite, Ephrat, dans le Gush Etzion, la localité la plus peuplée de Gush Etzion, 12 000 habitants, elle a été fondée par un Olé Hadash des États-Unis, le Rav Shlomo Riskin. L'organisation où je travaille, les deux organisations où je travaille, je vais commencer peut-être par Soulamod. En préparant cette émission, je me suis dit, je vais aller chercher les chiffres. Puis après, je me suis dit, Eliezer, repose-toi. Il suffit de regarder autour de toi les personnes qui travaillent avec toi. Par exemple, à Soulamot, on vient de développer une plateforme numérique technologique qui a obtenu le premier prix dans l'éducation israélienne. Par qui elle a été développée? Par des nouveaux émigrants du Brésil, de l'Argentine, des États-Unis et des Israéliens ensemble. C'est-à-dire qu'on voit à tous les niveaux de ta vie, une contribution invraisemblable qui est faite par les Olim Hadashim à leur nouveau pays. Et alors, tu rappelais les chiffres de la présence juive qui a toujours été constante, même si elle était très très peu nombreuse dans la traversée des 19 siècles et demi de la diaspora, présence juive constante en Palestine. Et c'est intéressant de rappeler aussi que le bras droit de Herzl, Nordo, oui. Lorsque on l'avait interviewé, enfin en tout cas il s'était entretenu avec différents conseillers sur les plans de Herzl concernant l'État juif, il avait eu cette phrase qui était restée dans les annales. Il avait dit, et on était en 1902, en 1901, 1902, et donc tout le monde pensait, puisque au début de ce siècle, on pensait au début de l'autre siècle, qu'est-ce qui va se passer en l'an 2000 ? Et Nordo avait dit, eh bien, si on réussit dans les 100 ans qui viennent à faire venir 500 000 juifs en Israël, ce sera un grand succès. Et la réalité a multiplié par 10. C'est ça. C'est-à-dire les concepts rationnels ne sont pas toujours de grande aide pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé en Israël avec le peuple juif et son retour. Ouais. Et pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi je le dis ? Parce que tout d'abord, je vais le dire de manière simple. Ceux qui décident et ceux qui doivent décider de la Aliyah, ce n'est pas toujours des considérations très empiriques, rationnelles, qui peuvent être pesées, le pour et le contre. C'est tout d'abord un appel idéaliste, un appel profond dont très souvent on n'est même pas conscient. On pense qu'on vient parce qu'il y a antisémitisme, parce que si. Non, l'antisémitisme n'est pas une source de l'Aliyah. L'antisémitisme est quelque chose qui pousse, pas quelque chose qui attire. Il pousse dans tous les endroits. C'est-à-dire, de Russie, l'antisémitisme poussait essentiellement vers les États-Unis, les États-Unis essentiellement, oui. Mm-hmm. Mais ceux qui faisaient venir les Juifs en Eretz Israël, c'était la conception très développée ou très peu développée que c'était ça, que c'est là que se trouvait ma maison. Chacun à sa manière. On rentrait à la maison. C'est ça. C'est-à-dire, et là, lorsque vous posez la question, je me suis un peu occupé, aux scientifiques et aux historiens, qu'ils essaient d'expliquer rationnellement le développement et comment est-ce qu'on n'est pas arrivé aux 500 000 dont parlait Nordau, mais aux 7 millions dont on parle aujourd'hui, ils disent la rationalité, elle n'est que secondaire pour expliquer cette poussée. La poussée était de l'ordre de l'irrationnel, de l'ordre du ratson, de l'ordre de la volonté, et pas de l'ordre
de la planification. C'est pas le plan quinquennal. C'est ça. Alors, Eliezer, vous connaissez très bien le milieu des immigrants venus de Russie, pas seulement par vos origines et votre parcours, mais aussi parce que vous avez longtemps travaillé en tant qu'envoyé, à la fois en Israël et aussi chez Aliyah, israélien dans les mouvements de retour au judaïsme en Russie et aussi dans certaines structures de préparation à l'Aliyah de ces jeunes parmi les plus décidés. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous avez fait vous avez fait longtemps ce travail et racontez-nous un petit peu ce qui vous a surpris et ce que ça vous a apporté et peut-être comment vous avez réagi en fait, en tant qu'Israélien de revenir en Russie et de s'occuper de faire venir les autres en quelque sorte. Ouais, bon, là, vous avez touché à un point très sensible, c'est-à-dire quand j'ai quitté l'Union soviétique, pour moi c'était Mitzrayim. C'était l'Égypte, dans la gematria de SSSR, c'est Mitzrayim, vous pouvez essayer, c'est Mitzrayim, c'était véritablement au niveau actuel, quand je fais le Seder Pesach à la maison, il n'y a pas besoin d'aller fouiller véritablement très loin à la sortie d'Égypte pour raconter aux enfants comment se fait la sortie. Eh bien, il suffit de prendre tout simplement les récits de papa, les livres de papa pour raconter comment ça s'est fait. C'est l'Égypte. Votre papa que j'ai eu le plaisir de connaître d'ailleurs il y a fort longtemps quand je dirigeais l'édition française du Jerusalem Post, où il m'avait écrit et il m'avait fait parvenir ses livres. C'était un écrivain très connu en Russie, dans l'opposition, dans le refusnik juif de Leningrad, et il était avec son frère, je crois, les présidents, les animateurs de l'association des écrivains juifs. Oui. Les écrivains, il n'y avait pas des écrivains juifs. Il était juif, président de l'association des écrivains. C'est justement pour ça qu'entre autres, ils ont pu partir dans les années 70. C'était l'accord Kissinger qui lui a permis à la famille de... Oui, c'était surtout, bon, si on creuse, eh bien, c'était la guerre des 6 jours, et puis le mouvement de Shlach et Ami, de Let My People Go, laisse mon peuple partir, avec Mendelevitch, avec Slepak, avec Sharansky, etc. La lutte qui a commencé, véritablement, la seule minorité à relever le défi de la lutte contre l'Union soviétique. En Union soviétique, c'était les Juifs, comme masse, véritablement, pas tous les Juifs. Ouais. Ce qui a fait véritablement flancher et percer le mur, le rideau de fer. Ouais. Et vous évoquez la mémoire de votre papa en disant que justement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin dans l'histoire de la famille. C'était absolument actuel, mais c'est-à-dire j'étais très réticent, comme on a dit, écoute, tu dois repartir en Union soviétique. Je dis, mais règle, effectivement, repartir en Union soviétique, c'est pas repartir en Union soviétique, c'est refaire sortir, remonter, revenir à ton peuple, et puis le faire monter, véritablement monter en Israël. Ça, c'est le point. C'est-à-dire que c'est peut-être le point essentiel que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une montée. C'est une montée, c'est pas un changement, c'est pas seulement une immigration, c'est pas un déménagement. C'est pas un déménagement, c'est pas quelque chose. Bon, vous recevez ici un panier d'absorption, vous recevez ici de tel droit. C'est véritablement une renaissance, une vie nouvelle qui vous attend, ce qui explique aussi le taux d'optimisme qu'on retrouve aussi malgré les difficultés chez les Olim Chadashim. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici un renouveau véritable et unique qui se fait. Une personne se dit waouh, igati abaita. Je me sens véritablement. C'est un ressourcement identitaire et en même temps une redéfinition, un redémarrage de la vie individuelle, de la vie personnelle. Absolument. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec véritablement ces jeunes. Ce n'était pas une grande opération. On a commencé par un centre d'études là-bas, à Kiev, essentiellement Ukraine. Aujourd'hui, ensuite, on a commencé avec des séminaires. Ensuite, c'était des camps d'été. Ensuite, c'était des camps d'hiver. Ensuite, c'était des écoles pour moniteurs, etc. Ensuite, les gens ont commencé à faire leur aliyah. Alors, on faisait des camps en Israël. On a fait une maison d'édition. On faisait des shabbatonim. On faisait des soirées d'études. On faisait des mariages, parfois quelques mariages par mois. Et puis, c'est des mariages qui tiennent. C'est une aliyah qui tient. Pourquoi ? Parce que les gens ont perçu que la aliyah ne s'achève pas avec la descente de l'avion. Elle ne fait que commencer. Et ça, c'est ce que très souvent on n'explique pas. Mais pour que cet optimisme tienne et pour que cette motivation soit soutenue et constamment ressourcée, il faut que la personne comprenne que son atterrissage à Ben Gurion n'est que le début d'une aliyah véritable. C'est-à-dire il y a l'aliyah vers Israël et il y a l'aliyah en Israël.
Mon rabbin, il le dit toujours, le rabbin Isha Eken, et je crois que c'est une perception très, 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 oui, très importante. On fait le premier pas de venir, de rentrer à la maison, mais c'est à ce moment-là que tout commence, en fait. C'est ça. Et qu'il y a donc un travail qui est requis. C'est ça. Et à tous les niveaux, identitaires, professionnels, linguistique, etc. Oui, linguistique. Alors, je vais vous surprendre, on va continuer, bien sûr. D'ailleurs, j'allais vous demander, avant de poser cette question un peu bizarre que je vous posais là, est-ce que, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous faisiez des séjours très longs, vous partiez beaucoup et longtemps Non, c'était maximum 2 semaines, généralement beaucoup moins. Ah, mais à répétition, tout de même. À répétition, c'était une fois par mois. Alors voilà, je voulais nous recentrer par rapport à notre sujet d'émission. On va évidemment parler de ce que vous faites maintenant aujourd'hui, c'était très important. Mais en préparant cette émission, j'ai eu l'idée de citer cette phrase, parce que notre magazine est un magazine géopolitique, et notre sujet, c'est aussi d'essayer de voir en quoi l'ALIA et le fait qu'Israël soit un pays d'Alia dérange et stupéfait les peuples alentours, parce que évidemment, ils ont plutôt tendance à faire leur Yérida, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans un article publié dans Israël Magazine il y a 2 ans, au moment où commençait le tsunami des immigrants, des migrants des pays arabes vers l'Europe, j'ai expliqué qu'en fait, ce mouvement migratoire massif de ces millions de gens qui quittent les pays arabes et les pays musulmans de la Corne de l'Afrique, ou du Maghreb, ça consacre l'échec des sociétés du monde arabe. C'est-à-dire, et donc là, c'est une situation d'échec, alors que notre situation de réussite fait des jaloux. À preuve, c'est ça ce que je voulais vous faire réagir à cela. Yasser Arafat avait déclaré au moment de l'Alia de Russie, quand tout le monde parlait que ces centaines d'avions qui arrivaient, ces milliers, centaines de milliers, il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, presque 800 000 personnes qui sont arrivées en 2-3 ans. Il avait eu cette phrase dans un discours belliciste, comme c'était sa spécialité. Il avait dit que ce que les sionistes sont en train d'organiser, c'était son langage, qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Nous allons faire comprendre aux nouveaux sionistes qui arrivent que leur installation en terre d'Israël, pour lui c'était la Palestine avec son mensonge habituel, ce ne sera pas une partie de pique-nique. Et il avait eu cette expression, ce ne sera pas une partie de pique-nique. Sous-entendu, d'abord ça veut dire quoi ? Ça nous heurte, et chaque immigrant qui arrive, c'est un je dirais un problème pour les ennemis d'Israël, mais en même temps, eh ben on va aussi s'attaquer à eux. Et il y a eu malheureusement dans les années qui ont suivi des attentats suicides, je pense à celui du Dolphinarium de Tel Aviv où l'immigration russe a été touchée de plein fouet. Donc c'est pas une partie de pique-nique, mais non seulement on a fini le pique-nique, mais aujourd'hui on organise des grands banquets. Alors on est passé d'une situation à l'autre. C'est ça. Là, c'est un point. C'est-à-dire, on peut comprendre la valeur de l'Aliyah par l'absurde. C'est-à-dire, dès le début, Haj Amin el-Husseini, le mufti de Jérusalem, marchement, des années 20 et des années 30, sa première, véritablement, son essentiel objectif, but auquel il s'opposait, c'était l'Aliyah. Il faisait pression sur les Britanniques de limiter l'Aliyah. Tout le reste était secondaire. Avant tout, limiter l'Aliyah des Juifs. Qu'ils ne viennent pas. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que c'était le danger essentiel à sa vision pan-arabe et pan-islamique, etc. Donc de là, on comprend que véritablement, l'Aliyah, c'est la source de vie essentielle juive. D'ailleurs, il faut comprendre comment est-ce que se fait la datation, la chronologie de l'histoire juive jusqu'en 1948. Par les Aliyot. Les vagues. On compte. Regardez l'histoire de n'importe quel autre pays du monde. Nulle part vous n'avez une telle chose. Même aux États-Unis, bon, c'est un peu plus comparable, bien que ce soit très différent. Mais là, première Aliyah, deuxième Aliyah, puis avant cela, l'Aliyah des Talmidei Agra, des étudiants, des élèves du Gaon de Vilna. Avant cela, l'Aliyah des Chassidim, ensuite troisième, quatrième, cinquième Aliyah. Et ensuite, on peut Aliyah ad Medinot HaMizrach, on commence ensuite à compter par les guerres. Des pays arabes. Des pays arabes. Mais cela dit, l'Aliyah ne perd jamais de sa pertinence parce que c'est la source de vie. Mais parce que le pays s'est construit autour
autour de ces vagues migratoires. C'est ça, absolument. Alors à présent, Eliezer, vous voilà responsable, on le disait tout à l'heure, d'un vaste programme dans le cadre donc d'un plan que vient d'initier le ministère israélien de la diaspora. Et ce plan, je résume ça, vous allez nous l'expliquer, consiste à organiser des séminaires et des conférences sur le judaïsme et la société israélienne dans plusieurs zones de la région, des régions des pays concernés. Et justement, vous venez de prendre la responsabilité dans ce programme des régions, de certaines régions situées en France, en l'occurrence la région du Sud-Est, pour organiser dans les mois, les semaines et les mois qui viennent, et sur toute l'année, en fait, des rencontres avec les petites communautés. Il ne s'agit pas des grandes villes, des petites communautés où les Juifs se trouvent, pour leur parler, pas seulement d'Israël, mais pour leur parler de leur identité. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste ce programme. Hein. Au début, il y a une conception qui dit que l'État d'Israël, c'est un État juif. Donc, c'est avant tout l'État du peuple juif, où que ce peuple réside. De cela incombe une responsabilité de l'État juif, pas seulement au niveau symbolique, pas seulement au niveau spirituel, mais même au niveau communautaire, au niveau matériel, de prendre et d'assumer, ne serait-ce qu'une partie, de sa responsabilité du bien-être du peuple juif, où qu'il décide d'être, où qu'il décide de résider. D'habiter. Je le dis en tant que... Je suis sioniste. Mais cela dit, tout le monde comprend que nous sommes tous des personnes adultes, et chacun prend sa décision pour soi. Et ma responsabilité ne peut pas être conditionnée par un accord idéologique. Et si tu es sioniste, je t'aide, si tu n'es pas sioniste, je t'aide. Non. Je suis avec toi parce que tu fais partie de mon peuple. Et je cherche mes frères, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pensée. C'est absolument pas conditionné. Et donc, une des manières de réaliser cette mission, c'est pas seulement de lier des contacts avec les grandes communautés, naturellement, New York, de Los Angeles, de Chicago, etc. Surtout, on regarde beaucoup dans les États-Unis, mais aussi avec des communautés de taille moyenne et même petite, pour qu'elles ne soient pas perdues, pour les relier et leur donner un sentiment qu'ils appartiennent pas seulement à quelque chose de local, mais à quelque chose de très grand, représenté par l'État d'Israël et par le peuple juif. Parce qu'il y a quand même en France, je connais un petit peu le terrain, j'ai moi-même fait pas mal de conférences ces 10 dernières années. En France, dans les communautés, sous l'effet du phénomène de l'assimilation globale, mais aussi sous l'effet des dangers terroristes, plusieurs facteurs. Il y a quand même un danger de désagrégation des petites communautés, des petits groupes de juifs qui se retrouvent des fois, pas toujours le Shabbat pour être ensemble. Il y a donc un danger d'éclatement. Et c'est ça. Et la réponse sioniste, très souvent, très primaire à ce niveau, c'était de dire « Ah, magnifique, on a eu raison, on a gagné au combat. » Non, c'est-à-dire, c'est de leur dire « Faites votre alia. » C'est ça, faites votre alia, vous n'avez rien compris. C'est la seule solution. Et là, la nouvelle logique, la nouvelle, c'est une logique qui existait depuis le début avec Jabotinsky qui disait il faut renforcer les communautés, quelles qu'elles soient, il faut aider les Juifs à s'auto-organiser. S'ils apprennent à être maîtres de leur destin et pas être sujets de tel et tel empire au pouvoir, eh bien, ça va naturellement les pousser à se réaliser en tant que Juifs, etc. Et donc là, l'idée, c'est de renforcer, d'appuyer les communautés, surtout celles qui sont, comme tu dis, peut-être, je ne sais pas, comme vous dites, en perte de vitesse ou pas, qui sentent la terre, un peu le tapis être tiré sous leurs pieds. Tiré sous leurs pieds. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous faites? On vous aide à faire ce que vous pensez, juste ce que vous pensez. Bon, on va vous amener le conférencier, le musicien, le spécialiste, l'expert en telle ou telle manière qui vous intéresse. Et le professeur, enfin celui qui connaît la Torah aussi, puisqu'il y a celui naturellement, le rabbin, l'éducateur, bien entendu. Ça c'est l'essentiel, c'est-à-dire ça va être véritablement le pilier autour duquel tout cela va tourner. Mais c'est vous qui ordonnez, et c'est le ministère de la diaspora, l'État d'Israël, qui fournit à ses frais
c'est ce surplus identitaire, communautaire, etc. Alors, vous vous occupez d'une région française, mais ce programme concerne quels autres pays à part la France? Il est tout d'abord, il a commencé à fonctionner il y a moins d'un an. Enfin, il y a moins d'un an. Il est développé déjà sur des dizaines de communautés en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Scandinavie, et maintenant il commence à s'établir, il commence aussi véritablement à pousser aussi en France, en Angleterre, on espère aussi en Suisse, voilà, et avec effectivement pour but de grandir, de se multiplier, encore d'accroître ces communautés, son extension dans la prochaine année et si Dieu veut plus tard. Alors, on revient un peu à ce paradoxe qui est un peu le fil conducteur de notre réflexion. Comment vous expliquez justement, c'est quand même très paradoxal. Israël est dans une situation sécuritaire très très peu sûre. On l'a décrit dans nos différentes émissions. Il y a des menaces très prégnantes et je dirais même une multiplication des facteurs de menaces. Il y avait autrefois que les Palestiniens avec du Hamas. Aujourd'hui, il y a le Hezbollah, l'Iran, Daesh aussi qui représente malgré tout encore une menace. Comment vous expliquez, par quel miracle d'inversion vous expliquez justement le fait paradoxal que les Israéliens se sont jamais sentis aussi heureux qu'aujourd'hui. On disait tout à l'heure un pays qui est toujours en état d'urgence, où on fait des périodes dans l'armée, où il y a malgré tout quelquefois des scènes de violence, beaucoup moins nombreuses que celles que les médias internationaux décrivent. Mais comment vous expliquez cet immense optimisme créatif des Israéliens? Je pense que c'est très simple. Le bonheur, ce n'est pas le résultat du confort. Le confort amène quelque chose d'autre. Le bonheur, c'est le résultat de la capacité à relever les défis. C'est-à-dire, pour cela, il faut qu'il y ait des défis, des problèmes, et le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut pour relever ces défis. Et c'est ce qu'il y a en Israël. C'est ce qu'il y a en Israël. C'est-à-dire, il y a véritablement, peut-être, c'est un autre confort. C'est un confort dans le mouvement. Toujours, on grimpe. Ça me fait penser à ce que vous dites, une petite anecdote que je cite quelquefois dans les interventions que je fais justement auprès de certaines communautés, puisque j'ai fait ce travail aussi. Je me souviendrai pendant la Seconde Guerre du Liban, donc l'été 96. La Seconde Guerre, c'est 2006. Oui, 2006, c'est pas 96. L'été 2006. Évidemment, le Hezbollah a tiré, je crois, à peu près 700 roquettes pendant 3 semaines sur le nord du pays. Il y avait 1,5 million d'Israéliens qui étaient exposés aux tirs. Et évidemment, ça faisait les médias, y compris les médias israéliens, couvraient les événements. Et je me souviens d'avoir vu une séquence qui est quand même, qui m'est restée quand même dans la mémoire, où le journaliste de la chaîne 1 ou 2, je me souviens plus, a été envoyé dans un petit village un yishuv près de Carmiel, dans le nord, et attendait de voir ce qui se passait. Malheureusement, comme les missiles tombaient, il a eu son scoop de la journée, c'est-à-dire qu'il y a un missile qui est tombé dans le village, dans le yishuv où il était. Quelle chance. Et voilà, c'est ça. Et lui, il est arrivé dans la seconde après que le missile ait explosé, pour filmer. C'était vraiment, c'était pour lui Tintin reporter, ça lui plaisait beaucoup. Et il a interviewé, on voit sortir des décombres de la maison une maman avec ses enfants dans un décombre fumant. Et il a entre guillemets la chance historique en tant que journaliste de pouvoir l'interviewer en vif comme ça. Il lui dit alors, et elle accepte de répondre parce qu'elle était un peu hagarde, et il lui dit alors, quelle est ta réaction maintenant que tu viens de perdre ta maison? Elle lui dit oui, j'ai perdu ma maison, tu vois, regarde, mais je vais te dire une chose, Avarnu Gvar et Paro, elle lui dit cette phrase que souvent les Israéliens disent. On a, dans notre mémoire historique, on a déjà eu affaire au pharaon à la sortie d'Égypte. Et alors, franchement, elle lui dit comme ça, alors, Nasrallah, le chef du Hezbollah, à l'époque c'était le président Ahmadinejad, tout cela avec leur petite barbe, c'est pas eux qui vont nous faire peur. Une femme qui venait de voir la mort passer de très près, elle a été protégée par la pièce étanche, mais elle répond au journaliste en lui restituant la mémoire hébraïque
si vous voulez, des obstacles qu'on surmonte. C'est ça. Je trouve que c'est une chose fantastique parce que, véritablement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces défis et même la guerre, avec toute notre réticence, je vais dire peut-être quelque chose d'un peu audacieux, mais c'est ce qui nous rappelle notre grandeur. C'est ce qui nous rappelle notre valeur véritable. C'est-à-dire, waouh, on est capable de vaincre tel pays, on est capable de soutenir telle vague de terrorisme comme au début des années 2000 et d'en sortir victorieux et d'en sortir encore plus fort. C'est-à-dire que chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous envoie des défis pour Nisionot, Nes, pour nous faire élever l'étendard et nous rappeler qui véritablement nous sommes. C'est-à-dire, on a toujours une tonne de projets à réaliser qui est la véritable source du bonheur. Alors, projection, ça sera ma dernière question. Dans ce sujet de l'Alia, il y a évidemment des experts, des démographes, et il y a des prévisions qui ont été faites tout dernièrement sur l'Alia, et pas seulement sur l'Alia, sur l'évolution démographique d'Israël, mais évidemment qui va être, dans les 2 décennies à venir, lié de près à l'Alia, ne serait-ce que parce que le train du retour du peuple juif sur sa terre continuera d'avancer. Lorsque j'ai fait mon Alia moi-même il y a plus de 30 ans, il n'y avait même pas un tiers du peuple juif qui était ici. Aujourd'hui, on parle de la moitié. Il est clair que dans 20 ans, on sera, quels que soient les choix faits par les uns et par les autres, on sera sans doute entre, disons, les 2 tiers, voire les 3 quarts, et même peut-être plus du peuple juif. Et à ce propos, je voudrais citer cette étude de spécialistes israéliens en démographie qui ont élaboré en fait des modèles. 3 hypothèses pour l'horizon 2050. 2050, c'est dans 20 ans, dans 30 ans, pardon, une génération, puisqu'on est presque en 2020, dans 30 ans. Et voilà. Alors, en fait, ils l'ont élaboré à partir de critères, c'est-à-dire les taux de natalité, etc., beaucoup de mathématiques, mais aussi des variables comme la situation économique en diaspora, bonne, mauvaise ou catastrophique, la situation sécuritaire qui compte aussi beaucoup, et en faisant fonctionner leurs ordinateurs, ils sont arrivés à trois hypothèses. Une hypothèse basse sur la population israélienne. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 9 millions d'Israéliens, dont 7 millions de Juifs. Il y aurait donc en 2050 14 millions d'Israéliens, dont 12 millions de Juifs. Ça, c'est l'hypothèse basse, c'est-à-dire que les choses tourneraient pas mal au niveau économique et sécuritaire en diaspora, si bien que donc les Juifs seraient moins tentés de venir en Israël. Une hypothèse moyenne avec le chiffre de 17 millions au lieu de 7, ça veut dire que c'est quand même exemplaire, sous l'effet des forts taux démographiques israéliens et aussi de l'Alia, il y aurait 10 millions d'Israéliens en plus dans cette hypothèse basse. D'ailleurs, à ce propos, il faut rappeler que les taux de natalité des femmes en diaspora, des femmes juives en diaspora, et on ne parle pas des petits micro-milieux comme celui de la rue Pavée ou des îlots ultra-orthodoxes qui ressemblent à la population israélienne. On parle des grandes masses, des 400 ou 500 000 juifs de France, bien que le juif est un peu curieux. Mais en tout cas, les démographes ont vérifié le fait que les femmes, c'est une tendance des 20 dernières années, les femmes juives en diaspora donnent naissance à moins d'enfants que les femmes des pays dans lesquels ils vivent. Ouais. C'est-à-dire que la pyramide démographique juive pour l'avenir ne se renouvelle pas. Alors ça, c'est l'hypothèse moyenne, 17 millions, soit donc 10 millions de plus qu'aujourd'hui. Et l'hypothèse haute, c'est-à-dire au cas où ça se passerait mal, d'après cette logique-là, avec la sécurité et l'économie, il y aurait à ce moment-là 20 millions d'Israéliens en 2050. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces modèles ? Tout d'abord, je pense que c'est des modèles très rationnels. Et lorsque je me rappelle des scènes des Juifs d'Union soviétique qui atterrissent en Israël en plein guerre du Golfe et sans comprendre l'hébreu, ils voient qu'il y a une seringue, ils voient qu'il y a atropine, ils voient qu'il y a quelque chose qui sonne. Véritablement, la première des choses qu'ils font en Israël, c'est de s'inoculer cette atropine, pensant qu'il y a maintenant une explosion. Et c'était véritablement les jours de la Aliyah la plus forte. On voit qu'au niveau rationnel, il n'y a pas de corrélation directe entre danger, menace extérieure et les taux de l'Aliyah. Mais je voudrais peut-être relever un autre moment. La démographie, je suis d'accord, c'est une grande source d'optimisme, même d'après le pronostic le plus pessimiste.
Mais il me semble que la prochaine étape de la société israélienne, y compris de ses aliyahs, c'est pas seulement un saut démographique, mais c'est un saut identitaire. C'est peut-être pas quantitatif, mais qualitatif. C'est un saut dans l'identité. Un saut peut-être qu'on pourrait appeler le sionisme de Jérusalem. On sent que le défi qui est jeté à la société juive à tous les niveaux, aujourd'hui, qu'elle soit ici, qu'elle soit là-bas, et par cela aussi au monde entier, c'est le statut, c'est la place qu'occupe dans notre vie, dans notre identité, notre capitale, notre ville sainte, sa capitale aussi. Et donc là, je pense que ce qui va se dessiner, bien entendu, il y a la masse, la quantité devient qualité, enfin on connaît toutes ces équations, mais le prochain défi, qui n'est pas moins intéressant, mais peut-être encore plus intéressant, c'est un défi spirituel, identitaire, existentiel, pas seulement au niveau physique, mais véritablement au niveau de l'âme, parce que ce que voient les scientifiques, effectivement, c'est l'état économique, c'est l'état sécuritaire, c'est etc. Mais ce qui fait progresser le peuple juif, c'est sa pnimiout plus, c'est l'âme juive, c'est sa motivation intérieure, ça, celle du peuple, ça, celle de Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas toujours, qui se réalise dans les faits, mais qui n'en est pas tributaire, qui n'en est pas dépendante. Alors, eh bien, merci Eliezer sur cette note à la fois spirituelle et fort optimiste. On va clore notre entretien. Dans quelques instants, on se retrouve pour une courte revue de la presse arabe régionale. À présent, un extrait assez intéressant de la presse régionale avec le quotidien iranien Kahrian, l'organe de presse du régime des mollahs installé à Téhéran, cité par le site israélien d'analyse médiatique Memri, qui appelle à créer ni plus ni moins qu'une ligue de résistance pour remplacer la Ligue arabe qu'il trouve désuète. Et voilà ce qu'écrit Sadola Zareh, membre du comité de rédaction de ce journal, dans cette publication. Un parfum d'intrigue, bien plus qu'un aveu de défaite, émane des actions des gouvernements arabes qui dépendent des États-Unis et de leur invitation toute récente à la Syrie à normaliser ses relations politiques avec eux et à retourner dans le giron des États arabes. Et il explique, cette intrigue est censée justifier et initier sur le plan politique un changement de fond en Syrie, après que les gouvernements arabes se soient retrouvés dans une impasse dans leur campagne militaire lancée contre le régime légitime du président Bachar Assad. Mais comment cela s'est-il produit ? Et il ajoute comme ça une explication assez intéressante. L'Arabie saoudite a invité la Syrie à revenir dans la Ligue arabe et à reprendre sa place en son sein en tant qu'État arabe ordinaire. Or, la question est de savoir s'il s'agit d'un besoin saoudien, ce retour, ou d'un besoin syrien. La Ligue arabe, ajoute-t-il, est-elle confrontée aujourd'hui à une crise identitaire et à une crise existentielle qui l'incite à vouloir ramener la Syrie dans son giron pour elle-même réussir à survivre? Ou bien est-ce que c'est la Syrie qui affronte une crise politique et existentielle, laquelle doit donc la pousser à revenir dans la Ligue arabe pour survivre? Or, précise ensuite Sadola Zareh, les réponses à ces questions sont en fait très simples. La Ligue arabe, et c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une réponse centrale iranienne, n'est-ce pas, à la situation en Syrie et à la situation en Arabie saoudite. La Ligue arabe, dit-il, est morte depuis plus de 2 décennies et elle n'a aucune influence réelle. Sa philosophie comporte à l'origine 2 éléments fondamentaux. L'un consiste à résister au régime sioniste et à réaliser le noble idéal de libérer la Palestine, c'est lui qui le dit, et l'autre consiste à élargir la coopération interarabe, à réduire les tensions internes au sein des pays arabes qui en sont membres. Mais voilà longtemps, remarque encore Zareh, que la plupart des membres de la Ligue arabe, en particulier les principaux pays qui la composent, non seulement ont abandonné la lutte contre le régime sioniste, mais ils entretiennent même des relations politiques et sécuritaires avec lui. De le même temps, les Arabes au Yémen, en Arabie saoudite, au Bahreïn et en Libye, en Syrie et en Irak, se livrent des batailles avec des bombes et leur situation sécuritaire est pire que jamais. Alors, se demande-t-il à quoi bon pour la Syrie revenir au sein de la Ligue que certains médias ont qualifié de beaux rêves réalisés. Les responsables de la première guerre en Syrie ne sont-ils pas les mêmes membres qui dirigent la Ligue arabe? Dans la conjoncture actuelle, ce n'est pas la Ligue arabe qui honorerait le président Bachar Assad, mais plutôt Bachar qui ferait honneur à la Ligue arabe s'il décidait d'y revenir. Mais ce n'est pas dans l'intérêt donc du régime syrien de répondre par l'affirmative
à l'invitation lancée par l'Arabie saoudite. La Syrie ne doit pas donc revenir, conclut-il dans la Ligue arabe, alors que les membres de cette Ligue ont un jour tenté d'écraser la Syrie, la poussant même à quitter cette organisation. En effet, une telle décision pourrait compromettre l'avenir de la sécurité syrienne. Plusieurs États musulmans arabes en ont aujourd'hui vraiment assez de la politique dictatoriale américaine et des déclarations contre l'islam du régime saoudien. Et ils recherchent un axe sûr, évidemment alias l'Iran, puisque c'est un Iranien qui écrit, pour surmonter les problèmes et tirer profit d'autres opportunités bien plus intéressantes pour eux. C'est que justement, écrit encore Zareh, l'Iran, la Turquie, la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, Oman, le Qatar, l'Algérie, la Malaisie, l'Indonésie peuvent aujourd'hui créer une nouvelle organisation, en faire la principale organisation islamique et permettre à d'autres pays islamique d'y adhérer progressivement. Car, dit-il, la résistance peut parfaitement devenir le terreau commun et central à tous ces pays. La résistance au vu des menaces sécuritaires et politiques, tout en exploitant au mieux les diverses opportunités au sein du monde islamique et les nations arabes. Et il conclut en disant ceci: à notre époque, le monde fait peau neuve après 74 ans et entre dans une nouvelle ère. Nous nous trouvons dans une nouvelle conjoncture, l'Occident étant sur le point de s'écrouler. C'est ce qu'il pense, et l'étoile de l'Orient de s'élever très haut. Mais nous ne pouvons pas accueillir la future conjoncture avec une institution aussi désuète que la Ligue arabe qui pouvait effectivement fonctionner pendant la guerre froide lorsque l'ordre mondial était bipolaire. C'est pourquoi, termine-t-il, nous devons dans cette optique nous préparer à une réflexion approfondie et à ne surtout pas aborder ces questions avec émotivité afin de pouvoir être en mesure d'influer directement et profondément sur les futurs événements internationaux, tout en préparant, ce qui est intéressant parce que ça explicite les visées continentales asiatiques de l'Iran, tout en nous préparant et préparer notre région à jouer un rôle actif dans tout le développement de l'Asie. Fin de citation. C'est à présent la fin de ce magazine. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.